Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'espace forum de Paysalia consacré aux conférences. Nous allons pouvoir commencer avec l'intervention intitulée Biophilie et paysagisme d'intérieur qui nous est présentée par Benoît Pellerio qui est le président de l'EILO, l'Association européenne des paysagistes d'intérieur. Benoît, à toi la parole. Merci Pierre-Antoine. Bonjour à tous, bienvenue à Paysalia et à la conférence sur le paysagisme d'intérieur ainsi que la biophilie. Je tiens à remercier Paysalia et JL Event pour cette belle opportunité à promouvoir le métier de paysagiste d'intérieur. Je voudrais simplement savoir au niveau de l'audience, est-ce qu'il y a des paysagistes d'intérieur? Des étudiants? Oui. D'autres entreprises de jardin, architectes paysagistes. Ok, bon, ben on a la petite panoplie générale. Au niveau du paysagisme d'intérieur, je crois qu'à ce jour, ça reste un métier un peu méconnu. Il n'est pas entrepreneur de jardin, il n'est pas fleuriste et il n'est pas horticulteur. Il y a également peu d'études qui nous préparent à ce métier de paysagiste d'intérieur. Pourquoi? Parce que nous sommes au fait les horticulteurs dans les immeubles de bureaux, ce qui est tout à fait différent que de pouvoir pulvériser dans une serre ou autre. Dans un bureau, on ne fait malheureusement pas ce qu'on a envie. Il y a des gens qui y travaillent, donc on n'y travaille pas avec des produits nocifs et autres. Donc c'est pour ça que je crois que Pascal Baudin, qui est ici, qui représente les paysagistes d'intérieur en France, oui, je crois qu'avec la division paysagisme d'intérieur, il est important, si vous êtes intéressé, de prendre contact avec eux parce qu'ils ont un certain savoir-faire et il y a certaines règles de conduite pour le métier de paysagiste. Allô? Oui. Pour commencer, on s'attardera quelques instants sur l'EILO, qu'est-ce? Oui, un petit mot sur la biophilie en général. Je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qui est biophilie. Le rôle des plantes dans les espaces d'intérieur. Et pour terminer, on regardera ensemble pas mal de réalisations qu'on a faites. Certains esprits biophilie, certains un peu moins. Je dirais un petit aperçu général également de tout ce qui est artificiel, stabilisé et autres, parce que cela fait également partie de notre métier de paysagiste d'intérieur. Juste pour info, petite info à mon sujet, mon nom est Benoît Pellerio, je suis architecte paysagiste. Je suis fondateur en Belgique de la société AnyGreen, une petite société qui fait que dans le paysagisme d'intérieur. J'ai préféré à un certain moment de dire je ne fais plus l'extérieur et l'intérieur, je me focalise sur une discipline et si possible j'aide mes collègues qui font dans l'extérieur avec mon savoir-faire intérieur. Parce qu'à un certain moment, si on fait les deux, on est un peu compétiteur de tout le monde. Donc, j'ai fait le choix. On travaille avec 20 personnes. On a plus ou moins 25 000 bacs à plantes en entretien. Et depuis 2016, je suis le président de l'EILO. Pourquoi on a pris un Belge? Il parle le français, il parle le flamand, il parle l'anglais, oui, et un peu d'allemand. Et on arrive à joindre tout le monde d'une façon aisée. Quelques mots sur l'EILO. Donc l'EILO, c'est quoi? C'est une fédération européenne de paysagistes d'intérieur. L'association est indépendante et est sans but lucratif. Elle est soutenue par 5 fédérations nationales, des membres individuels, ainsi qu'une vingtaine de fournisseurs ou de sponsors qui nous aident à pouvoir réaliser notre mission. Et notre mission, c'est quoi? C'est représenter le domaine du paysagisme d'intérieur au niveau européen, promouvoir également la mise en place de plans d'intérieur. On discute des avantages des plantes dans les bureaux par le biais des médias sociaux et newsletters.
la chose, à mon avis, la principale qu'on fait, c'est que nous créons un réseau professionnel de paysagisme outre-frontières. Oui. Aller discuter à table à Lyon ou à Paris avec votre confrère de l'autre côté de Paris, c'est un peu difficile au niveau des prix. On lâche rien, hein, on est collègues et concurrents, tandis qu'avec un Belge, un Allemand, un Suisse, on a une ouverture tout à fait différente sur ce qu'on peut partager. Et ce qu'on veut partager, c'est un savoir-faire et également plein d'idées. Parce que paysagisme intérieur, c'est partager des idées et donner des idées à nos clients. Donc là, ce genre de choses, on le fait par le biais des excursions. Nous avons terminé il y a un mois une excursion à Amsterdam où on a visité une dizaine de projets, murs d'intérieur, créations diverses, jardins d'intérieur et autres. L'année passée, nous étions à Copenhague. Et pour terminer, je dirais, nous avons tous les 2 ans les trophées au niveau européen des paysagistes d'intérieur, où autant les grands projets que les petits projets sont retenus. Parce que nous créons un trophée grand projet et un trophée petit projet. Parce que les petits, nous en avons besoin également. Hein, je ne souhaite pas que l'ELO devienne un petit club des grands. L'ELO doit devenir un club de monsieur tout le monde, oui, la petite entreprise et la grande entreprise. Ça, c'était l'ELO en excursion à Copenhague. Nous étions à une 50aine de personnes. Donc, je vous dirais, c'était sympathique et on a surtout découvert des nouveaux produits qui, j'espère, on les retrouvera bientôt en France. La biophilie, en quelques mots, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Oui, bon, la biophilie, c'est un mot qui a été inventé apparemment en 1964, est devenu plus populaire en 1984, oui, et depuis quelque temps est devenu très à la mode. Donc la biophilie, c'est le besoin inné qu'a l'homme d'être connecté à la nature ainsi qu'à un environnement naturel de travail. Et les principes de cette conception biophilique, c'est quoi? C'est la nature dans l'espace, ce qui veut dire que c'est la connexion visuelle avec la nature, la connexion non visuelle, mais auditive également, hein, type bruit d'eau, type d'oiseaux et autres. Lors de notre passage à Amsterdam, nous avons visité une société où dès qu'il y a beaucoup de bruit, on augmente le son de l'eau. Et en augmentant le son d'une retombée d'eau, tout le monde parle moins fort. C'est très bizarre, oui, mais ça fonctionne. Et ça rend un certain apaisement au niveau du bureau. Il y a également, dans les bureaux, on ne s'en aperçoit pas immédiatement, mais il y a également le changement dynamique et subtil de température, humidité et luminosité. Vous arrivez au bureau le matin, la lumière est plus douce qu'à midi, et vers le soir, elle s'atténue à nouveau. Donc tout ça, ça fait partie de cette biophilie. C'est peut-être difficile à comprendre, mais si on regarde la nature à l'extérieur, c'est pas difficile à comprendre parce qu'on l'a devant nous. À côté de ça, il y a les analogies, donc les liens naturels. C'est quoi? Avoir un bureau qui est agréable avec une ligne de dessin qui est agréable et naturelle, c'est également nettement plus sympathique à travailler. Les matériaux naturels, le bois, etc., c'est également important. La nature de l'espace, dans quel environnement est-ce qu'on travaille? Est-ce que nous avons des vues, oui, vers l'extérieur, sur un bois, sur une mer ou quoi que ce soit? Et là également, on voit que ce sont les choses que tout le monde préfère. Connexion visuelle avec la nature, le bruit ou autre. Là, on parle, par exemple, on pense à un petit jet d'eau ou une petite fontaine à l'intérieur des bureaux. La climatisation, chaud, moins chaud et plus chaud. Présence d'eau également, c'est du visuel. Les modèles naturels, là, c'est le dessin et les produits. Et la perspective à distance, oui, je dirais avoir une vue meuble est toujours plus agréable qu'avoir une vue sur une raffinerie. Maintenant, la réalité de la biophilie, c'est peut-être autre chose. Nous passons 85%
de notre temps à l'intérieur et en milieu urbain. Il y a 500 ans, c'était légèrement différent. À côté de ça, 75% des employés, et c'est assez étonnant, ne souhaitent pas entretenir des plantes de bureau pendant leurs heures de travail. 75% des personnes perçoivent les plantes comme un élément décoratif, alors qu'il y a plein d'autres éléments qui sont également importants au niveau santé, mais la plante est l'aspect décoratif dans un bureau. Et puis il y a encore une autre chose, c'est que la plupart des dirigeants d'entreprises ne souhaitent pas voir leurs employés entretenir des plantes pendant les heures de bureau. Ça, c'est ennuyant aussi. Par contre, c'est une opportunité pour nous. La biophilie est un aspect du bien-être au bureau, je crois que c'est clair. Par contre, il y a d'autres éléments tels que alimentation, sport et détente sont peut-être encore plus importants. Donc je crois que l'un va avec l'autre. Le résultat de tout ça, c'est que nous perdons le lien avec la nature et toutes les conséquences connues. Maux de tête, migraines, allergies, manque de mobilité, l'environnement d'air conditionné, les mini-particules de poussière qui se promènent partout dans l'air de bureau, le stress mail, les burn-out, bref, il y a beaucoup de problèmes dans le bureau actuel. Maintenant, quels sont les remèdes? C'est recréer un environnement naturel ou peut-être semi-naturel, oui, qui est géré pour eux, et c'est là où le paysagiste d'intérieur intervient, afin de donner un environnement de bien-être au bureau. Je crois que c'est clair. Qu'est-ce qu'on recherche quand on est dans un bureau? La lumière, les plantes, un environnement, je dirais, calme et agréable, une belle vue. La vue de mer, c'est probablement pas évident. Oui, et beaucoup de couleurs. Le gris, le noir, ça ne nous amuse pas trop. Les bienfaits des plantes, on va passer en vitesse au niveau de tout ça. La valeur esthétique, je vous en ai parlé, elle purifie l'air, oui, ça tout le monde le sait. Elle nous donne de l'oxygène pour le CO2 qu'elles absorbent. Elle élimine les toxines, le benzène, le formaldéhyde et je dirais tout ce qui est éléments volatiles organiques provenant de tapis et imprimantes. Elles réduisent les maux de tête, la fatigue, elles augmentent la performance, la créativité. Ce sont plein de choses. On a fait plein d'études avec des enfants, avec d'autres personnes dans un milieu de créativité. Là également, je dirais, on ne peut que constater qu'avoir un ensemble de verdure, apparemment, c'est vraiment le milieu idéal pour travailler. Elles augmentent également l'humidité, réduisent le bruit, oui, elles nous rendent heureuses, c'est peut-être important aussi, oui, et tout cela à petit prix. Je propose de passer à quelques photos de projets biophiliques. Ici, on voit, je dirais, un mélange de plein de choses, de verdure, même si c'est une herbe artificielle, je dirais, ça crée un ensemble de verdure comme si c'était à l'extérieur. À droite, également au niveau du dessin, c'est l'agrandissement de fleurs et autres. Ici également, l'escalier en bois, de l'eau en bas, des plantes et autres, beaucoup de lumière. Ce sont, je dirais, les environnements dans lesquels les gens préfèrent travailler que dans une cave ou autre. Ici, le mélange idéal le mélange idéal, même si ça a l'air un peu bizarre, on a les plantes, de l'eau, oui, un mur végétal. Je vous dirais que ce serait... Et ce qui est important aussi, si on ne le voit pas, ou si on ne le sait pas, c'est que la partie de tapis qui se situe ici est au fait une zone de confort pour les gens qui travaillent. Ça vous incite à ne pas aller vous promener là. Vous vous promenez ici et pas là. C'est du visuel, mais c'est important. Ici de même, je dirais bureau, oui, vue extérieure agréable, murs végétaux et de l'eau. Ici de même, on recrée un ciel, même s'il est faux, mais ça donne une illusion.
là également en bas, le mur végétal, et de côté droit, un mur végétal recréé en photo. Pourquoi pas, hein, un petit atrium avec la table, les plantes intégrées et des plantes à caractère assez fort où, je dirais, on se laisse aller. La plante est maître dans cet environnement-là. Photo à gauche, je dirais que oui, on s'y sent à la maison. D'autres petits dessins, les pots et autres, tout ce qui est petite poterie et autres, est le genre de choses qui revient de plus en plus dans les milieux de bureaux. Les bureaux de Google, un dessin tout à fait biophilique, les plantes intégrées. À droite, un dessin un peu plus high-tech. Maintenant, à côté des bienfaits des plantes, quel est l'impact encore à côté de ça? C'est que dans les centres commerciaux, on sait que les plantes ont un impact au niveau de la présence des gens dans les centres commerciaux. On reste plus longtemps dans un centre commercial. Centre récréatif, ben, imaginez la piscine tropicale sans plantes, ce serait un peu bizarre, ce serait un peu nu. Donc, je dirais l'impact des plantes dans cet environnement-là est très important. Un hôtel aux États-Unis, c'est un hôtel avec 2900 chambres, donc c'est pas un petit hôtel. Ils ont 36 000 mètres carrés de jardin d'intérieur. Oui. L'investissement uniquement plantes, donc je ne parle pas cheminement et autres, est un investissement de 1 million d'euros. L'entretien sur base annuelle est également de 1 million d'euros. Il y a 18 000 plantes. Et ce qui fait que cet environnement-là, pourquoi est-il intéressant? C'est que investir dans le paysagisme d'intérieur ou dans un jardin d'intérieur peut avoir un retour sur votre investissement qui est intéressant. Toutes les chambres qui donnent sur les jardins d'intérieur, elles sont louées 20% de plus. Donc, il y a plus ou moins 700-800 chambres, il y a 30% de toutes les chambres qui donnent sur l'intérieur. Et l'investissement qui a été fait est entièrement repris par les rentrées de l'hôtel. Au niveau de l'école, je crois que c'est là où on doit commencer notre éducation au niveau de la verdure ou du végétal. Oui, les classes, je dirais, l'air dans les classes est dans un état, je crois qu'on ne veut pas le savoir. Là aussi, je crois que les plantes peuvent faire quelque chose. Il y a de plus en plus d'initiatives à ce niveau-là, donc je crois que là, on est sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup à faire et je crois qu'au sein de l'UNEP ou au sein de l'ELO, il y a des activités qui sont prévues pour pouvoir rentabiliser, je dirais, l'investissement en plantes. Les hôpitaux également, tout ce qui est les chambres qui donnent avec une vue sur l'extérieur ou sur un atrium ou sur de la verdure, il s'avère que les patients guérissent plus vite. Les atouts du paysagiste d'intérieur, pourquoi travailler avec lui? Et après ça, on passera, je dirais, à des choses un peu plus intéressantes et surtout beaucoup de photos. Au niveau de la création, ben, c'est tout à fait différent de créer un jardin intérieur comparé à un jardin d'extérieur. Nous travaillons d'une façon différente. Nous avons d'autres problèmes, ne fût-ce que le plus grand problème, le problème majeur est la luminosité. C'est pas parce que nous avons un atrium que nous avons beaucoup de lumière. Donc là, il y a matière à réfléchir. Et à côté de ça, c'est le choix des plantes. Qu'est-ce qu'on met? Quel type de jardinière? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Quelle est la luminosité dans les bureaux? Oui, les demandes spécifiques, les pots de culture, l'arrosage automatique, la disponibilité, parce que nous avons eu ces derniers temps quelques ouragans aux États-Unis qui font qu'il y a beaucoup de grandes plantes qui ne sont pas disponibles pour l'instant, vu que la plupart a disparu. Et puis, comme toujours, il y a un plan d'entretien et une garantie. Réaliser un beau projet en intérieur est une chose très facile, oui, parce qu'on plante
immédiatement des plantes à maturité, parce qu'on part du principe qu'une plante dans un milieu d'intérieur ne grandit pas comme elle pousse à l'extérieur. Par contre, l'entretien, c'est ça la garantie de la succès de votre projet. On est dans un milieu fragilisé, la plante est en stress continu et c'est pour ça que l'entretien est au fait, à mes yeux, la chose la plus importante. Taille, pulvérisation, on connaît tout le problème. Je dirais qu'il n'y a pas de secret. Le bio, c'est bien, mais ce n'est pas toujours facile. Voilà, maintenant on passe aux images. Oui, je vous passe des images de jardinières, de jardins intérieurs, des murs, le bureau potager, les plantes artificielles, etc. Je crois qu'en tant que paysagiste d'intérieur, ce que nous vendons, ce sont des images, ce sont des atmosphères. Donc je vous dirai assez de blabla. Merci déjà de m'avoir écouté. Maintenant, je trouve que ça devient plus intéressant. Les jardinières. Pourquoi pas? C'est un projet à Zurich. Arrosage automatique n'est pas intégré. Le tout travaille avec des poulies. On descend, on fait monter, on descend les jardinières tous les 15 jours. Il y a un système de semi-hydro à l'intérieur et ça fonctionne bien. Je crois que Pascal, tu l'avais vu avec moi. C'est impressionnant. Maintenant, bon, on est dans l'ère du cradle to cradle, recyclage, l'économie circulaire et autres. Le bureau, ou je dirais le bac à plants de palette, ben, ça existe aussi. Oui. Le truc un peu plus sophistiqué, c'est un de nos membres, Halo, en Suisse, qui a inventé le système. C'est un peu plus design. Ce sont des petites plantes en capsule qu'on peut acheter par l'Internet. Oui, on vous envoie le tout et vous réalisez vous-même votre petit jardin vertical. Les Sansevieria et autres, les bureaux un peu plus, je dirais, à la mode, parce que nos bureaux, que ce soit en Belgique ou en France, je trouve qu'il y a du renouveau, on en a besoin. Un peu de couleur, pourquoi pas. Et ça, c'est, à mon avis, la nouvelle tendance pour les années à venir. On en a un peu ras-le-bol de tout ce qui est minimaliste, s'il y a des architectes qui ne vont pas trop aimer entendre, mais le minimalisme dont l'architecte en raffole, où ce soit tout épuré, le clean desk, etc., ben, nous notons que de plus en plus, les gens veulent quelque chose de cosy, oui, un peu plus chaleureux, un peu plus désordonné, même si c'est un désordonné qui est ordonné. Les jardinières qui ressortent un peu de l'ordinaire. Les pots, je dirais, renversés. C'est pas toujours évident non plus, mais ça crée d'autres atmosphères. Les petits jardins verticaux avec des bacs à plantes, le tout ne doit pas toujours être un jardin vertical à la Patrick Blanc ou à la autre qui coûte énormément d'argent, qui est très joli, mais qui coûte quand même beaucoup d'argent et qui n'est pas toujours réalisable dans un milieu de bureau. Les jardinières un peu standards. Oui, un des projets que nous avons visité à Amsterdam, un hôtel où on intègre, je dirais, du naturel et de l'artificiel, l'artificiel étant retombant et tout ce qui est au sol étant vivant. Les îlots de plantes également, ça revient. Ce fut il y a 25 ans quand j'ai commencé, c'était également des petits îlots et c'était des grandes jardinières. Maintenant, le tout est devenu un peu plus petit. Les jardinières, peut-être le bureau plus standard, oui. Est-ce que c'est agréable? Je ne sais pas, mais je l'ai quand même mis. De l'eau, des plantes, oui. On a essayé de créer un ensemble un peu plus agréable. De là à dire que c'est chaleureux, je ne sais pas, mais je voulais quand même vous le montrer. À droite, c'est à Lyon, un centre commercial qu'on a visité il y a 2 ans.
et ça c'est un peu le futur. Dans beaucoup de villes et autres, il y a des grands groupes qui investissent maintenant les nouveaux bureaux, le bureau partagé, le flex office, toutes ces choses-là. C'est bien, quand on est jeune, il y a beaucoup de bruit, mais c'est sympa, on rencontre beaucoup de gens, c'est une toute autre façon de travailler. Les extérieurs, pardon. Les extérieurs également, je dirais au niveau du paysagisme d'intérieur, tout ce qui est plantes en bac, on peut l'entretenir, donc également des extérieurs. Tout ce qui est vertical, déjà même maintenant au niveau de l'éclairage, on y intègre les plantes par au-dessus. Donc il y a des choses qui bougent au niveau des plantes. On ne se limite plus uniquement qu'aux petits bacs à plantes au sol. Il y a également les boules qu'on peut pendre avec de la lumière intégrée ou pas intégrée. Et puis il y a le petit pot, je dirais, décoratif, l'orchidée qu'on change tous les mois ou une petite nature morte. Jardin intérieur. Là aussi, il y a plein de choses à faire. C'est un peu plus complexe au niveau des études, au niveau des profondeurs, au niveau du type de sol, arrosage automatique, pas arrosage automatique. C'est là où l'importance d'un paysagisme d'intérieur qui s'y connaît dans le métier, parce que j'insiste quand même sur le fait que ce n'est pas du tout la même chose qu'être architecte pour un jardin extérieur. Je dirais la connaissance, en tout cas en Belgique, un architecte de jardin ne reçoit pas de cours concernant les plantes tropicales. Il reçoit un aperçu, mais on ne reçoit pas un cours sur ce qui est vraiment disponible ou pas disponible sur le marché. Le projet ici à gauche, c'est l'aéroport à Singapour. Le projet à droite, c'est un projet qui date de 30 ans et qui a été réalisé à Londres. À gauche, c'est la bibliothèque près d'Amsterdam. À droite en bas, c'est le siège social de Hugo Boss en Allemagne. Le projet que nous avons visité à Copenhague, où effectivement on a des stalactites de plus de 20-25 mètres de haut qui sont, je dirais, entièrement verdurisés avec un arrosage automatique. Également Copenhague à gauche, c'est une forêt de Bucera, c'est un type de l'olivier où il y a 70 pièces entre 7 et 9 mètres de haut avec assez peu de lumière, donc assez impressionnant à visiter. Ici à gauche, c'est un hôpital d'enfants en Hollande, et à droite, c'est le siège social de la Lufthansa à Düsseldorf. Un projet à Bruxelles que nous avons réalisé pour les comités européennes, 350 mètres carrés de jardin intérieur. Là également, des fois, il y a la folie des architectes qui fait que la profondeur des bacs à plantes était de 2 mètres parce qu'ils pensaient qu'avec une profondeur de 2 mètres, l'arbre allait mieux pousser. Mais bon, avec 2 mètres, un arbre ne sait rien faire vu qu'il a un enracinement superficiel. Donc on a pu faire un remplissage de plus de 1 mètre avec du polystyrène afin de ne pas avoir une charge trop élevée au niveau du mètre carré. Un autre projet en Belgique, jardin intérieur, également sur Bruxelles, couleur, plantes, lumière, je dirais le concept idéal pour le dessin biophilique. D'autres projets, pourquoi pas. Un petit magasin à gauche, un petit magasin en Hollande, oui, je crois qu'il fait 12 mètres carrés. Et on a réussi à mettre un arbre de 4 ou 5 mètres de haut. Et il fonctionne bien. À droite, ce qu'on a également visité à Amsterdam avec les lots, des plantes en cage. C'est une fois autre chose, oui. Mais là également, les plantes sont entretenues en manuel avec poulie et on peut changer les décors, on peut faire descendre, on peut faire monter, on en fait un peu ce qu'on a envie. Ici également, encore en Belgique, jardin intérieur, Bucida, de la grosse roche.
oui, parce que nous avions que 20 à 30 cm de profondeur et qu'on souhaitait des grands arbres de près de 7 mètres de haut. Autre projet en Belgique, une banque, 70 ficus entre 6 et 7 mètres de haut, pièces d'eau, un ensemble, je dirais, où les gens peuvent se reposer. Le Apple Store à Bruxelles, Apple Store, je dirais, tout le monde connaît. Par contre, au niveau de l'entretien, c'est une toute autre histoire. C'est à la Apple, on compte les feuilles tous les jours, toutes les feuilles qui tombent. On prend les températures tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait encore? On les pulvérise et on les tourne tous les 3 mois. Je ne connais aucun client chez qui on doit faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que pour eux, le végétal dans leur magasin, c'est la pièce maîtresse, oui, et qui fait que si ce n'est pas en ordre, ben, ils perdent un peu leur image de parfaite. Au niveau de l'Apple Store, je veux même vous dire que tous les mois, nous recevons notre bulletin pour savoir si nous arrivons à temps. Notre technicien, le matin, quand il rentre au magasin, il doit faire un login. Oui. Dès qu'il quitte le magasin de 50 mètres, le login se coupe. Donc, ils veulent tout savoir. Ils veulent savoir combien de temps on est. Ils veulent même savoir combien de litres on met par plante. Et comme je vous disais, si on est à temps, si on a bien fait notre boulot, on reçoit un A, A+, 3 fois plus. Et on peut aller jusqu'à 95%. Et alors là, on est vraiment top. Mais c'est très bizarre de travailler comme ça. Pourquoi pas? Les murs végétaux, là également, il y a beaucoup. Il y a, je crois que c'est Patrick Blanc qui a commencé avec le mur végétal et je crois qu'il fait des choses merveilleuses. Entre-temps, je crois qu'il y a 20, 25, 30 systèmes de murs végétaux. Je ne crois pas qu'il y en a qui soient mauvais. Oui, je crois que c'est surtout l'entretien qui est mauvais, oui, où on a le savoir-faire qui n'y est pas pour pouvoir l'entretenir, ou, à mes yeux, le client qui n'est peut-être pas toujours prêt à payer ce qu'il faut pour entretenir un mur comme il faut. Parce qu'il faut des nacelles, et je dirais que c'est un travail à certains moments assez dangereux et technique. Et le client pense qu'un mur végétal, que les plantes, ça pousse tout seul. Mais malheureusement, ça ne pousse pas tout seul. Oui, quelques exemples, je dirais. Il y a des choses magnifiques. Oui, à droite, c'est également un projet qu'on a visité à Amsterdam. Ici également, Amsterdam, un resto, pas de lumière. Oui, les plantes et le mur végétal y est depuis 5 ans. Donc, avec un éclairage approprié, on peut, je dirais, avoir un résultat tout à fait satisfaisant. Je crois que Pascal, on était tous étonnés de la qualité de ce mur après 5 ans, mais là aussi, le prix est en conséquence. À droite, c'est dans une bijouterie chez Bulgari, à Milan. Donc voilà, on allie le bijou et la plante, les deux sont bien. Ici également, un hôtel à Amsterdam qu'on a visité, Hyatt Hotel. Pas de lumière du jour, éclairage approprié et une luxuriance de plantes qui fait rêver, je dirais, beaucoup de paysagistes d'intérieur. Amsterdam également, un magasin de sport, 3 étages de murs végétaux. Je vous dirais qu'on a un beau métier, si c'est bien entretenu, ça fait rêver. Ici, c'est à Copenhague, le centre commercial à Malmö et 2 centres commerciaux à Malmö. Mais vous voyez l'impact du végétal, je dirais, dans cet ensemble. Vous voyez un mur blanc, je crois que ce n'est pas la même chose. Également, Copenhague, un autre hôtel, toujours la même chose. C'est un hôtel centre de conférence avec des murs végétaux partout, de tous les côtés.
À droite en bas, c'est un hôpital. C'est également du mur végétal, c'est un peu différent. Oui, c'est peut-être plus à l'échelle humaine ou à l'échelle du bureau. Une paroi de séparateur, un petit cadre au mur, c'est également du végétal. Le bureau potager, oui, ça c'est, à mon avis, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à faire là pour le futur. Je crois simplement que pour l'instant, le bureau potager est plus facile à gérer en PowerPoint qu'en réalité. Mais bon, qui n'essaye pas n'a rien. Il y a plein de choses qui germent et il y a beaucoup de choses qui vont encore se passer. C'est grand, c'est pas grand, c'est trop grand, je ne sais pas. Ça, en tout cas, on arrive à le vendre. C'est le petit mini potager pour le bureau. Lumière LED, arrosage automatique, la lumière qui s'éteint automatiquement le matin et le soir et qui monte avec la lumière du jour. D'autres systèmes, je crois que vous en connaissez. À droite, un projet à Paris où Jardin de Galie a gagné à l'EILO un trophée, je dirais, pour la créativité. C'est faire grandir des tomates dans un milieu de bureau. C'est possible. La seule chose, c'est qu'à un certain moment, il faut se poser la question jusqu'à quel point est-ce qu'on va et qu'est-ce que ça peut coûter d'avoir une tomate dans son bureau. Ça, c'est autre chose. Les plantes artificielles, je dirais, le paysagiste d'intérieur, il travaille également avec ça. Il y a les plantes artificielles made in China. Là, je dirais, on oublie la créativité, mais là, c'est le prix qui est compétitif. Oui, et je trouve que ce qu'on reçoit n'est pas mal. Par contre, nous, on préfère travailler, je dirais, la plante artificielle sur mesure. On va chercher les troncs et autres, et on fait la compo qu'on a envie. La largeur, donc ça, c'est du made in China. Ça également, made in China. Ça, c'est du, je dirais, made en Belgique et made en France, où l'arbre est reconstitué et fait à la façon dont on a envie et la largeur qu'on a envie. Parce que c'est surtout ça qui fait que le projet est réussi ou pas, c'est la proportion tronc et couronne. Un nouveau centre commercial qui a été fait également en Belgique. Pourquoi pas. Également le mur végétal en artificiel qui résiste aux UV. C'est un nouveau produit pour les emplacements, soit qui sont trop techniques ou qui demandent où il y a trop de problèmes pour pouvoir mettre un arrosage automatique. Et que je verrais de loin, c'est joli. Il ne faut pas trop se rapprocher. Oui. Mais l'impression est bonne. Plante stabilisée, c'est assez nouveau, même si ça existe depuis longtemps. La plante stabilisée avec un genre de glycérine. Ici, c'est l'eucalyptus nicolie stabilisé. Je dirais, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'alternative pour mettre des plantes vivantes, donc pourquoi pas. Le palmier stabilisé, hein, on l'a connu, on en a mis, je dirais, on en a mis à la tonne il y a 15 ans, un peu partout. Mais une fois qu'on les voit partout, on ne les veut plus. Alors on veut autre chose. À gauche, un projet, je dirais également, sur demande, créé pour un restaurant à Bruxelles. Et là, les mousses, tout ce qui est mousse, le lichen et autres, je dirais la créativité, je dirais ça ne dépend que de vous. À vous de voir ce que vous voulez faire. Les couleurs, le dessin, je dirais à vous de vous amuser et essayer de vendre aux clients, parce que les clients doivent naturellement encore être d'accord. Je crois que c'est un projet à gauche, à Bordeaux, à Mulhouse, je ne sais plus. D'autres choses. Le lichen, je dirais, ça coûte pas très cher et on peut le remplacer après 5 ans. Donc c'est bien. Si vous voulez être un peu zen. Là également des projets sur la Belgique, une parfumerie, on met les produits dans un mur végétal parce que le produit est éco.
d'autres possibilités très zen. L'entrée d'un resto. Là également, l'éclairage intégré avec du lichen. Une petite paroi pas trop large pour se séparer. Là aussi du dessin un peu plus zen. Save the world, pourquoi pas. Donc là, je vous dirais, à vous d'être créatif si vous avez envie. Les bureaux de Louis Vuitton à Bruxelles, avec ici on a intégré des petits LED, donc ça donne une atmosphère assez cosy. En bas, une société qui vend du bois, où elle met tous les types de produits qui peuvent vous vendre dans un ensemble de forêts. Le Code Bar, un petit resto. L'éphémère, ben oui, l'éphémère fait également partie de notre métier. Ah, ok, je vais y aller. Donc les éphémères, pourquoi pas? C'est gai, ça dure pas trop longtemps, ça prend beaucoup d'énergie, mais c'est autre chose. Des fois, il faut pas beaucoup. Les Floralies gantois, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je dirais que c'est tous les 4 ans à Gand, en Belgique. Je crois que, sans vouloir être chauvin, je crois que c'est la plus belle exposition au niveau des plantes qu'il peut y avoir au monde et qui vaut la peine de visiter. D'autres éphémères, du bouquet, une autre façon de mettre un olivier. C'est un projet à Milan. La petite charrette, je dirais tout ce qui est circulaire, pourquoi pas. C'était à Lyon il y a quelque temps. Paris. Et puis Noël, hein, oui, je dirais on est en plein dans la période de Noël. Ça fait également partie de notre métier. C'est pas ce qu'il y a de plus gai, mais il faut le faire. Voilà. Vers le futur, ben, je vous dirais, je l'espère. Oui. Je crois qu'il y a une nouvelle architecture qui nous arrive. Je crois qu'on va également faire une nouvelle façon de travailler. Et je crois qu'il est très important de prendre conscience des valeurs vertes. Et je voudrais conclure avec ce genre de choses. Est-ce que ce sera le futur? Je ne le sais pas. En tout cas, je dirais c'est un architecte belge qui est situé à Paris, qui fait plein de projets. C'est lui, entre autres, qui vous a fait le livre sur Paris 2050. Et j'espère qu'il pourra réaliser certains projets sur Paris dans cet esprit-là. La conclusion, ben, le fil rouge dans la réussite de notre métier, c'est quoi? Ben, c'est la passion et la connaissance du métier, ça aide toujours. Une touche de créativité, la qualité et la disponibilité du produit, s'il est de première qualité, c'est plus facile. La qualité de l'entretien, surtout. La relation avec le client, le fournisseur et les plantes. Parce que si vous n'avez pas un bon technicien, ben, les plantes, ça ne fonctionnera pas. Le capital humain, la motivation et l'éducation, l'esprit d'entrepreneur. Et un mélange de tout cela nous amène à la conclusion. À mon avis, le paysagiste d'intérieur est depuis longtemps le précurseur de la biophilie. Merci beaucoup.